Je suis le docteur Cyril Fischoff, chiropracteur spécialiste en échographie musculo-squelettique exerçant à l'île Maurice. Je vous invite à écouter un nouvel épisode du podcast Vertebra & Co chaque premier et troisième lundi du mois. Ce podcast est consacré à l'univers de la médecine musculo-squelettique et s'adresse à tout public. Il se veut être un outil de vulgarisation au service de chacun. Nous y abordons les mécanismes en jeu, le diagnostic, les traitements, les méthodes de prévention des différentes pathologies musculo-squelettiques au travers de petites histoires cliniques, des dernières recherches scientifiques et d'interviews de spécialistes. Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui le docteur Hélène Petit qui est rhumatologue et qui va nous parler de la polyarthrite rhumatoïde. Docteur Petit, bonjour. Bonjour Cyril. Alors la polyarthrite rhumatoïde, donc c'est une pathologie bien sûr très connue des rhumatologues. Qu'est-ce qu'on peut en dire en quelques mots ? Alors la polyarthrite, effectivement une maladie extrêmement fréquente à Maurice, est une maladie inflammatoire chronique, auto-immune, caractérisée par la fabrication d'auto-anticorps dirigés contre la membrane synoviale des articulations, dont l'origine est complètement inconnue et qui touche en général une population jeune, plutôt féminine. Alors on peut dire qu'en résumé, notre système immunitaire, qui est censé nous défendre contre des agressions extérieures, les bactéries, les virus, les parasites, va se dérégler et va confondre ses propres tissus comme étant des étrangers. Et c'est cette production d'auto-anticorps qui est à l'origine d'un grand nombre de maladies auto-immunes, dont fait partie la polyarthrite rhumatoïde. Merci. Et alors, d'un point de vue épidémiologique, c'est-à-dire la répartition de cette maladie dans la population générale, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, il est difficile de donner malheureusement des chiffres à Maurice, puisque nous n'avons pas de registre d'études épidémiologiques. Et même en Afrique ou en Asie, j'ai fait un peu de recherche, la prévalence est très mal définie et varie en fonction des régions. Mais on peut avancer quand même des chiffres de 18 millions de personnes atteintes en 2019 dans le monde, 70% étant des femmes et 55% ayant plus de 55 ans. En France, par exemple, elle touche entre 0,5 et 1% de la population adulte. Lorsqu'on entend parler de polyarthrite rhumatoïde, on dit que c'est une maladie inflammatoire, systémique, chronique du tissu conjonctif. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans ? Inflammatoire, systémique, chronique, tissu conjonctif. Alors, c'est en effet une maladie systémique, inflammatoire, chronique, qui touche principalement les articulations, mais qui peut, et là il faut vraiment insister dessus, affecter de multiples organes, d'où le nom de systémique. On parle alors d'atteintes extra-articulaires qui font pour certaines la gravité de la maladie. Au niveau des étiologies, c'est-à-dire des causes de cette maladie, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Est-ce que c'est une maladie qui est génétique ? Est-ce qu'il y a des causes qui sont environnementales ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Alors, le facteur de risque le plus important est génétique, avec un risque multiplié par 2 à 5 pour les personnes qui ont un parent atteint. Des variants des gènes au niveau du locus HLA-DRB1 et DRB4, c'est un peu compliqué, mais en particulier permettent la synthèse de protéines présentant une affinité particulière pour des molécules qui jouent un rôle majeur dans cette maladie, appelées antigènes citrulinés. Alors, on peut parler des autres facteurs de risque qui sont un ensemble de facteurs environnementaux pouvant augmenter le risque de désordre immunologique. Parmi eux, le tabagisme joue un rôle important. Il faut savoir que la polyarthrite est plus fréquente et plus grave et répond moins bien au traitement chez les fumeurs. Le risque de développer la maladie est jusqu'à 20 fois plus grand chez les fumeurs que chez les non-fumeurs qui présentent des marqueurs génétiques identiques. Et sachez que ce risque associé au tabac diminue progressivement lorsqu'on arrête de fumer, se rapprochant de celui observé chez les non-fumeurs au bout de 2 à 3 décennies. Alors, les facteurs hormonaux jouent en effet un rôle dans les poussées de la maladie, en particulier les oestrogènes. On sait que la polyarthrite prédomine chez la femme, elle survient le plus souvent au moment de la ménopause ou au décours de l'accouchement, mais est en rémission fréquente pendant la grossesse et l'allaitement, ce qui suggère un taux d'oestrogène pendant les phases de déclenchement plutôt bas et un taux élevé durant les phases de rémission. D'autres facteurs augmentent légèrement le risque, comme l'obésité, un faible taux de vitamine D ou l'utilisation de contraceptifs oraux. J'insiste également sur l'impact émotionnel qui tient une grande place dans cette maladie et dans 20 à 30% des cas, on constate que la polyarthrite survient après un événement marquant stressant tel qu'un traumatisme physique ou psychique, deuil, divorce, harcèlement, intervention chirurgicale, accouchement, etc.
Merci. Donc on voit qu'effectivement, il y a pas mal de facteurs de risque qui sont associés et probablement certains sur lesquels on peut avoir une action en amont. Et alors, si on associe les facteurs de risque, est-ce que la survenue de la maladie, sa probabilité de survenue est augmentée ? C'est une très bonne question, effectivement, puisque si le patient a un facteur génétique qui multiplie par 3 le risque de développer une polyarthrite rhumatoïde, s'il fume en plus, le risque sera multiplié par 40. D'où l'intérêt de gérer tous ces facteurs environnementaux. C'est ça. Et donc, fois 40, c'est quand même très, très, très significatif. Dont cette prévention par rapport au tabac dans ce genre de maladie, j'imagine en général dans les maladies auto-immunes. Alors, on parle souvent de la présence d'un fameux panus synovial dans la polyarthrite rhumatoïde. Ça correspond à quoi et quel est le rapport avec les articulations ? On sait souvent, on a tous cette image de personnes polyarthritiques avec des doigts complètement déformés. Donc quel est le rapport entre panus, articulation, déformation ? Alors, l'articulation est entourée d'une capsule articulaire tapissée par une membrane synoviale qui permet le mouvement entre les deux os. Ce panus synovial va correspondre à une réaction inflammatoire exagérée et pérennisée au niveau de l'articulation touchée, comme si l'organisme n'arrivait pas à éliminer l'agent agresseur et qui conduit à une prolifération de cette membrane synoviale qui va s'épaissir. On parle alors de synovite rhumatoïde qui contribue alors à la déformation puis à la destruction articulaire irréversible. Dans l'esprit des patients, et je pense que vous avez souvent cette question en cabinet, il y a souvent une confusion entre arthrose et polyarthrite. Est-ce qu'il vous est possible d'insister sur ce qui distingue ces deux types d'atteintes ? Alors c'est vrai que les patients me demandent souvent s'ils sont atteints d'arthrose ou d'arthrite. La traduction anglophone peut d'ailleurs porter à confusion puisqu'on parle d'arthritis pour l'arthrite et d'ostéoarthritis pour l'arthrose. Alors, il faut savoir que l'arthrose survient inéluctablement avec l'âge, en général autour de la cinquantaine. Il s'agit d'une usure des cartilages qui se caractérise par des douleurs mécaniques, donc calmées par le repos, une raideur, des craquements articulaires, une diminution de la mobilité. Contrairement à l'arthrite, qui n'est pas du tout soulagée par le repos et qui est même améliorée par l'activité physique, elle se caractérise par des douleurs la nuit, un gonflement, une chaleur locale autour des articulations. Mais de toute façon, dans les deux cas, on évaluera la situation en complétant l'examen clinique par des tests biologiques et radiologiques. Et parmi les articulations qui sont les plus concernées par la polyarthrite rhumatoïde, on pense auxquelles ? Alors classiquement, les mains et les pieds sont les plus fréquemment touchés et on parle alors de polyarthrite rhumatoïde acrale. Autrement, toutes les articulations peuvent être touchées, mais de façon symétrique, comme les chevilles, les hanches, les genoux, les coudes, les épaules. Et pour ce qui est du rachis, par exemple, donc c'est pas une articulation symétrique, est-ce qu'il est concerné par la polyarthrite ? Alors le rachis est épargné, c'est vrai, sauf la charnière cervico-occipitale, dont il faut suspecter l'atteinte en cas de signes de myélopathie associant des céphalées occipitales, des vertiges, des troubles de la marche, des troubles sphinctériens, entre autres, et rechercher de façon urgente un panus synovial en C1, C2, en IRM, ou même en faisant une radiographie dynamique du rachis cervical pour repérer une instabilité C1, C2. Alors, on parlait donc au tout début de maladies systémiques, ce qui donc évoque des atteintes qui sont extra-articulaires. Et là, on parle de quoi ? Alors voilà, on parle de manifestations extra-articulaires et qui touchent au-delà du système ostéo-articulaire l'ensemble des organes et qui font le pronostic malheureusement de cette maladie. Je cite les plus fréquentes, l'atteinte cutanée avec les classiques nodules rhumatoïdes, les ulcères, le purpura, l'acrosyndrome de Raynaud. La paroi des vaisseaux peut être touchée, on parle alors de vascularite rhumatoïde, les nerfs périphériques, on parle de polyneuropathie, mononeuropathie ou syndrome canalaire comme le canal carpien. L'atteinte pulmonaire dont on recherche l'existence avec un épanchement pleural, des nodules pulmonaires ou plus grave, une fibrose pulmonaire. L'atteinte cardiaque, péricardite, myocardite ou coronaropathie. L'atteinte hématologique, anémie, thrombocytose par exemple. L'atteinte ophtalmo ou ORL avec le syndrome de Sjögren secondaire et l'amylose secondaire. Parmi toutes ces atteintes extra-articulaires, laquelle est la plus fréquente ? Alors, la plus fréquente et la plus grave, je pense, c'est la fibrose pulmonaire, dont on ne sait pas l'origine. On a même des polyarthrites qui se présentent que sous une forme pulmonaire. Et là, ça fait vraiment toute la gravité de cette maladie auto-immune. Et alors, cette polyarthrite rhumatoïde, est-ce qu'on peut décrire son évolution classique ? Est-ce qu'il y a plusieurs stades à savoir reconnaître ? Alors, il faut d'abord reconnaître, à mon avis, la phase de début. Et c'est la phase que le corps médical doit savoir dépister le plus tôt possible pour permettre d'inaugurer un traitement en fonction des facteurs de pronostic. Et c'est un élément primordial. Et j'insiste encore sur le rôle majeur du médecin traitant qui se trouve souvent en première ligne.
Après, on a une phase d'état où malheureusement, ici à Maurice, on voit des polyarthrites rhumatoïdes historiques avec des déformations et des restrictions articulaires sévères qui se terminent par des remplacements prothétiques multiples. Et alors, en fonction de ces phases, et puis surtout donc la phase de début sur laquelle vous insistez, comment est réalisé le diagnostic de polyarthrite ? Alors, plus le diagnostic est précoce, meilleur est le pronostic. Le diagnostic va reposer sur des critères cliniques, biologiques et radiographiques. Donc, sur les critères cliniques établis par les sociétés savantes, on recherche l'existence d'une atteinte symétrique des articulations avec gonflement local, réveil nocturne, raideur matinale de plus de 30 minutes, douleur à la pression transversale des mains ou des pieds. Les critères biologiques, l'existence d'un syndrome inflammatoire, VSCRP élevé, présence du facteur rhumatoïde, mais surtout de l'anticorps anticitrique citrulline peptide qui signe souvent le diagnostic. En général, ces polyarthrites qui ont un CCP positif sont toujours à surveiller, sont toujours un peu plus sévères. Les critères radiologiques et échographiques, avec la présence d'érosion, par exemple, au niveau des os du carpe, de la styloïde cubitale, de la tête du 5e métatarsien, ou la présence d'une ostéoporose en bande au niveau de la radio des mains, des deux mains de face. Actuellement, on fait de plus en plus des dépistages précoces en échographie couplés au Doppler de synovite infraclinique ou d'érosion osseuse. Et alors, une fois qu'on a fait ce diagnostic, il faut bien pouvoir aider le patient par rapport à cette polyarthrite et son évolution. Donc, qu'en est-il de la prise en charge ? Est-ce qu'il y a un traitement pour la douleur ? Est-ce qu'il y a un traitement de fond par rapport à son évolution ? On en est où en 2024 ? Alors, en 2024, on sait que l'objectif du traitement est la rémission clinique pour prévenir toute forme de handicap. Nous avons désormais à notre disposition à Maurice quasiment l'ensemble de l'arsenal thérapeutique, à savoir les traitements conventionnels qu'on appelle les DMARDs, dont font partie l'hydroxychloroquine, le méthotrexate, le léflunomide et la salazopyrine, les agents biologiques, les agents d'avenir, donc on parle de biothérapie. On a découvert la cytokine qui est responsable de ce genre d'agression au niveau du cartilage. Et on a toute une série de biothérapies qui ont débarqué sur le marché, à savoir les anti-TNF-alpha, le rituximab, on les trouve en tout cas à Maurice. Et les tout derniers nés sont les Targeted Synthetic DMARDs, TS-DMARDs, qui devraient prochainement arriver à Maurice, dont font partie le baricitinib et le tofacitinib, les anti-JAK. Donc ça, ce sont des traitements qui vont avoir un effet sur l'évolution de la maladie. Sur l'évolution clinique et radiologique, l'évolution structurale. Et sur la partie symptomatique de cette maladie ? Alors, c'est la douleur. Donc la douleur, moi, je suis vraiment favorable à toutes sortes de prises en charge paramédicales et médicales. Alors, sur la prise en charge de la douleur, on va utiliser les antalgiques de palier 1 ou 2, qui sont largement suffisants à mon avis, les anti-inflammatoires non stéroïdiens en essayant plusieurs classes différentes, et la corticothérapie en limitant son utilisation et sa durée. Dans la prise en charge non médicamenteuse, on a le soutien psychologique qui est primordial, l'accompagnement socio-professionnel, la diététique, la rééducation fonctionnelle, les séances d'acupuncture, de balnéothérapie, la pratique d'un sport quotidien et la gestion du poids corporel. Une fois que le patient a eu son diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, donc fait par le rhumatologue, sa prise en charge, en tout cas son suivi typique, ressemble à quoi ? C'est un patient qui est amené à voir régulièrement son médecin ? Pendant combien de temps ? Comment ça fonctionne ? Alors, c'est un patient que nous verrons régulièrement, en général tous les 3 mois, plus souvent au début du diagnostic, tant que la maladie est active, pour optimiser le traitement et parfois aussi en cas de poussée inflammatoire secondaire à un événement intercurrent, infectieux par exemple, ou chirurgical. On doit absolument miser sur l'éducation thérapeutique de ce patient pour améliorer son observance à ces traitements chroniques souvent très très mal acceptés. Donc la place des traitements physiques et de la chirurgie dans la polyarthrite ? Alors, les traitements physiques tiennent une place importante dans le suivi des polyarthrites rhumatoïdes. Je donne d'ailleurs souvent des vidéos éditées par des associations françaises à mes patients dont l'intitulé est « Sortir de mon lit », dans lesquels sont donnés des conseils d'entretien articulaire à pratiquer au quotidien. La chirurgie a sa place quand l'articulation est détruite pour favoriser le maintien de l'autonomie du patient. Et là, l'âge ne pèse pas du tout dans la balance. On se dit que c'est l'instant présent que ce patient doit vivre pleinement. Et des chirurgies de genoux, de hanches avant 40 ans ne sont pas exception, malheureusement. Et alors donc, puisqu'on parle de chirurgie, et puis dès l'âge de 40 ans, est-ce que le fait qu'on propose désormais de nouveaux traitements, dont les biothérapies dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que ça a justement une incidence sur le taux de chirurgie dans la polyarthrite ?
Alors à mon avis, oui, nous on n'a pas le recul suffisant parce qu'on a très peu de patients malheureusement traités par biothérapie, le coût mensuel faisant un obstacle primordial. Mais en France, je suis sûre que le nombre de remplacements prothétiques a dû diminuer, depuis l'avènement de ces biothérapies qui datent de 1997. La première biothérapie étanercept date de 1997. On entend de plus en plus parler d'un lien éventuel qu'il pourrait y avoir entre nutrition et maladies inflammatoires systémiques. Donc là, on est en pile dans la polyarthrite rhumatoïde. Est-ce qu'on a des choses probantes par rapport à ça ? Alors oui, on en parle de plus en plus dans les congrès, et j'en parle aussi beaucoup, même s'il n'y a pas de consensus évident. L'importance du jeûne intermittent, par exemple, la supplémentation en vitamine D, les régimes de type méditerranéen, riches en oméga, poissons, légumes, sont très souvent cités et encouragés. Les aliments définitivement à limiter sont les produits transformés ou ultra-transformés, les boissons sucrées, je dis bien faites de l'eau votre boisson de prédilection, l'apport élevé en sodium, la surconsommation de café, plus de 4 tasses par jour, ou de viande rouge. Par contre, j'insiste là-dessus, à ce jour, les données sur les produits laitiers sont controversées et aucune étude fiable n'a pu mettre en évidence une association positive ou négative sur le développement ou l'évolution de la polyarthrite rhumatoïde. Et donc cette maladie chronique, évolutive, est-ce qu'on peut dire qu'à un moment ou à un autre, et surtout avec l'avènement des nouveaux traitements, on peut parler de guérison ? Alors guérison, je ne sais pas, mais on sait que si la prise en charge est précoce dans les 6 semaines qui suivent le début de la maladie, on pourrait espérer parler de guérison. Il faudrait que la prise en charge soit vraiment très, très rapide pour limiter les réactions auto-immunes en cascade. Docteur Petit, écoutez, je vous remercie pour cette interview consacrée à la polyarthrite rhumatoïde. Je suis certain qu'à la fois les patients, les familles de patients, mais également les médecins auront appris beaucoup de choses grâce à vous. Et j'espère pouvoir vous interroger à nouveau sur un autre sujet. Merci, cher Cyril. Je voulais préciser que j'aime beaucoup ce format podcast. Et bravo pour cette initiative qui, j'espère, permettra de vulgariser ces pathologies rhumatologiques. Merci à vous, à bientôt. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Vertèbre & Co. En attendant, portez-vous bien, restez actifs et si vous avez des questions ou des idées de thèmes que vous souhaitez que nous abordions, n'hésitez pas à me contacter sur la page du podcast vertebreandco.com.